à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour une nouvelle émission politique. Pas d'invité cette semaine puisque nous avons décidé de prendre nos caméras et d'aller filmer le débat cantonal 2017 organisé par le quotidien de la Côte. C'était mardi soir, c'était à Nyon et les candidats ont naturellement répondu à nos questions. Nous vous proposons tout de suite de voir les meilleurs moments de ce débat en commençant par la thématique de l'école publique et la loi Léo, objet de bien des critiques. Il faut toujours prendre ce qui est bon. Donc déjà, il y a un constat qu'il y a un problème avec ces maîtrises de classe, que certains élèves ont besoin d'un maître de classe qui soit plus là. Ça, ce constat a été reconnu et maintenant, il y a un changement de règlement. Je pense effectivement, et je vais dans votre sens, Monsieur Henner, c'est qu'il faut donner plus de moyens. Ça ne sert à rien de changer un règlement si on ne donne pas des moyens. Alors, j'entends bien, plus de moyens pour l'école. Très clairement. Il y a forcément, si on veut une école qui soit adaptée aux plus faibles, à des gens à des jeunes qui arrivent de l'étranger, qui sont allophones, c'est évident qu'il faut un plus grand suivi pour ces élèves que pour les autres. Aujourd'hui, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a effectivement une partie assez importante d'enseignants et de parents qui sont très critiques vis-à-vis de cette école, vis-à-vis de certaines difficultés concernant les débouchés, particulièrement pour les élèves en difficulté, et que à ce niveau, un bilan avec une vision extrêmement ouverte de la situation doit être Alors, réalisé. Gérald Créteni, on le comprend, on va faire un bilan. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre idée plus rapide que faire un grand audit ces 3 prochaines années? Est-ce qu'il n'y a pas une solution plus claire? On vous entend dans la presse critiquer cette Léo. Alors, je pense que dans la presse, ce qui est sorti particulièrement vis-à-vis de l'Alliance du Centre, c'est de dire simplement qu'une critique importante existe et qu'il n'y avait pas réellement de possibilité pour les personnes qui critiquaient cette Léo d'avoir une réponse claire du Conseil d'État vis-à-vis de la vision du Conseil d'État. Donc, la demande, c'est simplement d'ouvrir au maximum la possibilité d'entendre finalement tant les enseignants que les parents, mais de manière extrêmement ouverte. Excusez-moi. Je partage mon micro avec un UDC. Voilà, je disais, oui, les Verts libéraux ne critiquent pas nécessairement, l'école en soi. Elle a la bonne qualité, elle a un bon niveau. Mais c'est vrai que quand on compare au niveau international, on a peut-être un niveau un petit peu moins haut que peut-être les pays nordiques. La critique qu'on fait plutôt, c'est que c'est plutôt une école, je dirais, un peu plus moderne qu'on souhaite, un peu plus axée sur les nouvelles technologies, avec, des savoirs qui sont un peu plus adaptés au monde de l'économie d'aujourd'hui et du futur. C'est ça qu'on vise quand on dit qu'on critique l'école aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que vous voulez former que des ingénieurs pour l'EPFL? Non, bien au contraire. On ne veut pas former que des gens qui seront, les futurs ingénieurs et chimistes ou autres de cette région. C'est plutôt d'avoir des enfants qui ont déjà, premièrement, par leur aptitude et leur capacité, trouver la formation qui leur plaît, le métier qui leur plaît, et peut-être, s'ils veulent être entrepreneurs, qu'ils puissent être entrepreneurs. Je ne dirais pas qu'il y a des grandes corrections, il y a des ajustements à faire. Il y a des ajustements à faire sur la maîtrise de classe, sur la prise en charge des plus faibles. Mais là, vous savez, la Léo, elle est aussi interdépendante d'autres lois. Il y a la loi sur la pédagogie spécialisée qui n'a pas pu entrer en vigueur à cause d'un recours au tribunal fédéral. Et cette loi-là, justement, va permettre de donner un appui encore plus fort aux plus faibles. Il y a des moyens qui viendront avec cela, mais elle ne peut pas encore entrer en vigueur. Il y a toute la loi aussi sur l'orientation, et là justement ça doit changer aussi pour pouvoir très tôt prendre, repérer les jeunes qui ont envie de faire autre chose que de l'académisme, parce que je ne crois pas qu'on est dans un monde complètement académique. Et puis évidemment, l'école, on lui met beaucoup de tâches, mais les questions de programme, les questions de vision, c'est aussi une tâche du gouvernement, c'est une tâche des accords intercantonaux, et c'est pas si simple. Donc moi je dirais, je trouve que la Léo, il y a eu des progrès, il y a quand même beaucoup de jeunes qui en profitent, maintenant il y a des ajustements, et puis les énervements de ces derniers temps, il y a un peu d'électoralisme où les gens n'étaient pas très contents. Clairement, Madame Labouchère au Conseil d'État, la droite souhaite récupérer la majorité, donc si majorité il y aura probablement le ministère de l'Éducation, parce que le PLR souhaite ce dicaster et souhaite appliquer des idées qui lui sont déjà très claires. Alors écoutez, moi je pense que les répartitions au sein du Conseil d'État... je vous le demande autrement. Non, c'est pas notre sort. Non, plus figé, ce sera un peu fort. Est-ce que vous constatez que le bilan socialiste n'est pas adéquat pour vous? Et est-ce que ça fait partie d'une priorité que de reprendre le dossier?
Écoutez, d'abord, ça ne m'appartient pas de choisir moi. Vous êtes représentante du PLR. Puis, non, mais je ne suis pas au Conseil d'État, donc c'est vraiment, disons, un choix du Conseil d'État qui se répartit ces dicastères. Moi, je vous dis, j'ai voté la Léo. Je pense qu'il y a des ajustements à faire, il y a des perfectionnements à faire, mais il ne faut pas jeter tout bébé avec l'eau du bain. Oui, je vais réagir parce que c'est la démonstration flagrante aujourd'hui qu'on voit gauche, droite, voilà. L'école ne doit pas être victime de ces clivages gauche-droite. Donc, élisez un vert libéral au Conseil d'État au centre et ça résout tous les problèmes. Jean-Marc Sordet. Mais un autre constat que je fais, et ça nous rejoindra à l'économie. Après, d'ailleurs, c'est le fait qu'on a mis une 10e année, et si vous prenez en 91, par exemple, 10e qui est à 12e, en réalité, il y avait 350 élèves, maintenant on en a 1730. Et suite de ces 1730, la transition permet à 53% d'élèves seulement à trouver un emploi ou à trouver une formation. Ce qui fait que la formation de l'école, pour nous, quand on sort de l'école, maintenant à 15 ans, et vous discutez avec des patrons, vous discutez avec plein de gens, ils vous disent, malheureusement, les enfants, quand ils sortent, il y a une école qui est faite, mais ils ne sont pas dans la base de ce qu'on leur demande. Donc, au niveau professionnel, ils suivent très bien leurs cours. Et au moment où on leur demande de calculer, on leur demande d'écrire, on leur demande de faire quelque chose, et ben, c'est souvent le cas pourquoi les patrons ne les engagent plus et pourquoi les gens échouent. Alors, je pense qu'au niveau de l'école, il y a beaucoup de bons. Je suis assez d'accord que peut-être il n'y a pas assez de moyens. Je dis simplement qu'il faut absolument que cette voie duale qu'on a mis en place à une époque, qui fonctionne très bien et qui est gentiment en train de reculer. Moi, j'aimerais réagir. D'une part, depuis toutes ces années, il y a une augmentation démographique qui est énorme. Il faudrait quand même la compter. Ensuite, il y a une nouvelle loi sur l'orientation professionnelle qui permet justement de se caler sur les nouvelles réalités des différents élèves selon leur niveau. Et finalement, cette école va très bien parce que, en général, le taux de chômage est extrêmement bas. Il faut quand même s'en rappeler. Il ne faut pas tout jeter. N'oublions pas qu'en fait, on a eu une seule volée. La Léo, ça fait 3 ans. On a une seule volée qui est passée par là. Voyons aussi les côtés positifs. On a un plan d'études roman, on a Armos, on a cette Léo pour nous. Nos voisins ont aussi mis en place leur loi. C'est un plus pour les familles. On est dans un pays où il y a une mobilité assez forte. Donc, il faut voir aussi les bons côtés. Après, évidemment, là, il faut qu'on prenne le temps d'entendre les enseignants. Mais de nouveau, ça fait 3 ans. Il y a eu beaucoup de choses qui sont parties dans l'émotionnel. Il faut vraiment que là, on arrive à faire la part des choses entre les problèmes réels sur le terrain et puis arriver à trouver une solution pour évacuer l'émotionnel, parce que quel que soit le sujet, c'est jamais avec ça qu'on arrive à faire avancer le débat. Autre thématique, l'asile. Nous avons décidé d'axer nos questions sur le projet de foyer régional pour requérants qui est projeté à Nyon, un projet qui sera soumis naturellement au vote populaire des Nyonnais. Vous allez les voir, les positions ont le mérite d'être claires. Le centre de l'EVAM prévu à Nyon comportait 180 places d'accueil. Le postulat de monsieur du groupe UDC, emmené par Sacha Soldini, proposait une autre solution. Absolument. Monsieur Lebas, tout dernièrement, à Forum, a dit que l'avenir est certainement sur des centres de requérants qui n'ont pas plus de 50 places. Vous parlez d'abri ou de foyers d'accueil qui n'ont pas plus de 50 places, parce que une question d'équilibre social, d'intégration, et certainement qu'il a compris, M. Lebas, que ce sera beaucoup plus facile de faire passer un projet de 50 places par rapport à un projet de 180 places sur un quartier bien précis. Je relèverai que le projet d'Aisin est toujours d'actualité. Alors, si on a bien compris, on croit que Aisin n'est pas mécontent de voir que le projet nyonnais est prioritaire. Tout à fait. On verra ce qui se passe s'il y a un refus à Nyon. Tout à fait. Le projet d'Aisin était quand même de 120 places pour une population de 1400 habitants. C'était un taux de 8,1% de requérants par rapport à la population. C'était 8 fois plus élevé que la moyenne vaudoise. Alors, soyons juste clairs. Aujourd'hui, la perspective de... Tout n'est jamais fini en politique, on s'entend bien. La perspective de séduire tous les bords politiques en demandant de créer des appartements pour les requérants, elle est un petit peu caduque. Aujourd'hui, il reste la question d'un foyer à construire. Vous, maintenant, ce que vous critiquez, pas une nouvelle critique, ça fait partie des critiques, c'est donc la taille. La taille, effectivement, c'est la taille. J'avais beaucoup défendu, quand on a parlé auparavant des quotas de logements d'utilité publique, en disant qu'il fallait maintenir un équilibre social dans ces logements. Je suis dans le même... Ça, c'est un équilibre social, mais dans les quartiers. Je pense qu'avec un projet à 50 places, il sera beaucoup plus accepté par la population. Avec 50 places, pas de ghetto. Voilà. Je pense que c'est malheureusement... On y a vu par rapport à d'autres solutions.
Il faut trouver un juste milieu et je suis convaincu qu'il n'y a pas une, mais bien plusieurs solutions en matière d'accueil. Évidemment, vous avez des personnes qui sont dans des situations différentes. Vous avez des personnes dont la demande d'asile a été acceptée, mais on ne sait pas où les loger. On a aussi des familles qui sont évidemment pas du tout dans la même perspective de logement que des personnes seules. Et aujourd'hui, je pense qu'il est nécessaire de trouver un juste milieu, mais là où se pose, disons pour moi, la problématique au niveau du district, c'est qu'il faut faire accepter tout cela à la population, mais en même temps, vous ne pouvez pas simplement arriver en disant oui, nous refusons, nous allons essayer de trouver un terrain. Vous avez évoqué la loi sur l'aménagement du territoire tout à l'heure, elle pose bien évidemment aussi des problématiques, parce que si vous avez une carence de logement, évidemment, les gens montent sur les barricades dès le moment où on dit il faut loger des requérants, mais nous ne trouvons pas d'appartement. Dans tout cela, je pense que le canton et les communes doivent être vraiment dans un rôle de dialogue. Sans dialogue, notamment avec les habitants, on ne peut rien imposer. Le dialogue, évidemment. D'ailleurs, on va continuer parce que j'ai une question à vous poser. Concrètement, vous dites que c'est un centre nyonnais. C'est un centre nyonnais dont on parle. C'est un centre régional aussi, puisqu'il va permettre dans les statistiques à tout le district de redevenir dans les bons chiffres. Il y a un référendum le 24 septembre. Comment va se positionner le PLR? On ne parle pas de l'après. Je vous pose la question du référendum. Qu'est-ce que vous allez dire à la population? 180, c'est trop? Ou vous allez dire 180, c'est bien et espérer que ça ne passe pas? Alors, bien évidemment, en tant que Glandois, je laisserai le PLR de Nyon décider de manière tout à fait démocratique. Je vous repose la question. Vous êtes candidat cantonal. Votre voix est entendue par le district. C'est votre engagement de futur député. À titre personnel, je trouve que l'idée du centre est plutôt positive. Maintenant, il faudra bien évidemment des garanties d'encadrement en matière, bien sûr, d'accueil des personnes, en matière d'encadrement, que ce soit linguistique ou pour les adapter à l'environnement, et tout cela dans le dialogue avec les voisins. La position des Verts libéraux, elle est de la façon suivante. On est intransigeant vis-à-vis des requérants d'asile qui ne respectent pas la loi. Et par contre, on va défendre ceux qui souhaitent s'intégrer. Et je pense que ça, c'est un élément très fort. C'est aussi une négociation à avoir avec le canton. On parle du lieu où on va accueillir ces gens, mais c'est aussi de savoir quel type de personnes vont venir. Et nous, on est pour défendre une négociation assez ferme avec le canton pour obtenir des gens, des familles qui montrent des volontés d'intégration. D'accord. Alors, a priori, c'est une politique que Philippe Lebas est en train de mettre en application, surtout quand on lui fait des remontrances, si j'ai bien compris. Concrètement, le 24 septembre, les Verts libéraux, ils se placeront où? Je dirais que les Verts libéraux sont déjà contents qu'il y ait une votation populaire parce qu'un sujet aussi important que ça, il doit être fait à Nyon. Maintenant, pour répondre spécifiquement à votre question, par rapport à une taille de 180 personnes, c'est trop grand pour les Verts libéraux. Nous souhaitons quelque chose de plus petit. Donc, s'il n'y a pas le choix, on préfère refuser pour forcer la municipalité à revenir avec des propositions un petit peu plus constructives que simplement une construction à 180 personnes pour régler le problème, puis ensuite d'être tranquille. Je pense qu'il y a des solutions plus efficaces qui peuvent être faites, mais qui nécessitent plus de travail au niveau de la municipalité. Moi, je suis désolé, je sais très bien que M. Tréboul n'en fait pas partie à la base, mais il fait partie d'un parti qui, à mon sens, a pourri la thématique de l'asile en Suisse, a pourri la thématique de l'étranger aussi. Dans quel sens? C'est que pragmatiquement, dès qu'il s'agit d'agir pragmatiquement et qu'on rencontre les personnes, on voit qu'on a affaire à des personnes, comme toutes les personnes qui sont ici dans la salle, des individus parfaitement normaux qu'on aimerait accueillir si on les connaît. Et l'idée, c'est de les connaître et pas de les stigmatiser, pas de les traiter de requérants d'asile qui seraient tous des criminels. Il s'agit de personnes qui sont en situation d'exil, qui fuient des pays en guerre. Répondez si vous le souhaitez. Je suis content des paroles de M. Démétriades. Dernièrement, nous avons débattu de la loi vaudoise sur les étrangers et on n'a pas été suivi par la gauche quand on demande de renvoyer les requérants déboutés. On n'est pas suivi par la gauche. Alors, il faut être cohérent. J'aimerais bien savoir de quel article vous parlez là, parce que je pense que vous employez un peu les pistes. De la loi, mais la loi a quand même été discutée. J'étais dans la commission, je connais bien la loi, j'aimerais bien savoir de quel article vous me parlez. On ne vous mettra pas d'accord, a priori. Pierre Vallone, les Verts. Il faut d'abord rappeler aussi que ce foyer, il est fait pour remplacer des conditions aujourd'hui de vie qui sont dans des abris de protection civile. Et je ne sais pas si vous avez déjà parlé avec des personnes qui vivent pendant 1 an, 2 ans, 3 ans dans un abri de protection civile dans lequel vous êtes mis dehors à 8h du matin et vous devez rentrer à 18h sous peine d'en être complètement exclu. Rappeler aussi que ce foyer,
il est fait pour accueillir, comme son nom l'indique, un foyer des personnes qui n'ont pas encore obtenu l'autorisation de rester en Suisse, dont les dossiers sont en cours d'instruction et qui ont besoin, dans ce temps d'accueil, d'être accompagnés et qui ont besoin d'être rassemblés en un seul lieu. Je ne comprends pas la question. D'abord, quand on parle de ghetto, c'est pas possible de parler de ghetto. Les mots s'usent quand on les utilise à mauvais escient. On sait ce que sont les ghettos, on sait ce que ça donnait dans l'histoire. Comment on peut assimiler un bâtiment de logement à un ghetto? Et comment on peut assimiler les personnes qui vivront là-dedans a priori, à des délinquants, à des personnes qui traîneront dans la rue, à des personnes qui apporteront des dégradations à la ville? C'est pas ça les migrants, c'est pas ça les requérants. Moi j'aimerais citer un ancien Premier ministre français, Michel Rocard, qui disait « La France ne peut pas supporter toute la misère du monde, mais elle peut faire sa part ». Je traduis, Nyon, le district de Nyon ne peut pas supporter toute la misère du monde, mais elle doit faire sa part. Alors, quel logement, combien de requérants, ça c'est très difficile à dire. Je ne suis pas nyonnais, donc je laisserai la solution être trouvée par les Nyonnais. Serge Valli, vous n'êtes pas nyonnais, vous êtes député du district de Nyon. Oui, vous connaissez les affaires. Fait, mais disons que ce n'est pas moi qui vais pouvoir voter à ce moment-là. Vous serez élu par un arrondissement. Serge Valli, vous serez élu par un arrondissement. Voter, bien sûr que je voterai oui, si j'avais cette possibilité-là. Moi, ce qui me frappe aussi, et je crois que M. Demetriades l'a dit, mes préopinants l'ont dit, c'est l'impression qu'on a vis-à-vis de ces requérants. Je lisais dans la presse, je n'ai pas parlé avec lui, le syndic de Prévrange, on a fermé le centre après 2 ans. Et le syndic de Prévrange a dit, mais c'est quand même incroyable, on n'a eu aucun problème. La même chose au centre des Rochas, vous savez, cette caserne perdue en pleine montagne avec plus de 200 requérants. Eh bien, la tenancière du bistrot qu'on est allé, qui est à côté, la tenancière du bistrot qu'on est allé interroger, a dit, mais il n'y a aucun problème avec ces requérants. Alors, loin de moi de me dire qu'il ne peut pas y en avoir. Sur 200 personnes, il y a peut-être 1 ou 2 qui se conduiront mal. Mais il faut essayer d'expliquer à la population, et je reviens sur la première question, que ce n'est pas une catastrophe s'il y a un centre de requérants dans le voisinage. Enfin, nous avons abordé la question du tissu économique vaudois et régional. Comment trouver la juste mesure entre la promotion économique et la protection des emplois? Comment soutenir les PME comme les multinationales? Écoutez. Les grandes compagnies, un des problèmes, c'est que certaines sont mobiles. Et on a vu ça, effectivement. Elles délocalisent et ça pose des problèmes d'emploi. Je ne vais pas refaire l'histoire, tout le monde est au courant. Je pense qu'une façon d'ancrer ces compagnies, c'est de les lier avec un tissu local de petites, moyennes entreprises et de start-up. En 2 mots, ces compagnies qui sont assez innovantes proposent des produits qui sont souvent intéressants pour ces grandes compagnies qui disposent du réseau. Et on a des exemples très parlants en Europe, mais aussi en Suisse, qui montrent que quand les grandes compagnies, ces compagnies locales qui, elles, sont attachées au terreau, je dirais, économique, travaillent ensemble, et ben on améliore effectivement le fait que ces grandes compagnies s'attachent, et c'est ça le but, avec le terreau local. Comment? C'est quoi? C'est la promotion économique? C'est le rôle de la promotion économique? C'est le rôle de qui? C'est la promotion économique joue un rôle, mais je pense que c'est simplement de mettre en contact ces gens-là, qu'ils se parlent, qu'ils se des forums, des chambres de commerce, ça existe déjà. Oui, mais je pense qu'il faut effectivement des gens qui peuvent identifier les produits d'une certaine société qui sont intéressants pour une grande et ensuite les mettre ensemble. On a vu ça. Mais d'après vous, c'est le rôle du politique, ça? Le rôle du politique, c'est effectivement d'aider ce contact, mais une fois que le contact est fait, le politique doit se retirer. Le contact, il a lieu avec la grande société et la petite société, et c'est d'attacher finalement ces grandes sociétés dans le terreau local par les PME, par les startups. Avec quelle fiscalité? Avec des avantages, des arrêtés boni? Non, je pense que la RIE3 au niveau cantonal, même si au niveau fédéral ça n'a pas marché, je pense que la RIE3 au niveau cantonal était une solution, sauf pour les indépendants. Et ça, je pense que les Verts libéraux, il faut le mentionner, se sont battus, malheureusement sans succès, pour aussi faire que les indépendants qui n'étaient pas très bien considérés dans la RIE3, puisqu'ils ne voyaient pas de baisse d'impôts de leur côté, de pouvoir aussi en profiter. Je pense qu'il faut aussi tenir compte du tissu des indépendants. Il y en a beaucoup dans notre région. Et malheureusement, les Verts libéraux sont engagés, mais sans succès. Alors, on va continuer la bataille pour arriver à passer ça. Mais pour l'instant, je dirais que la solution qui nous paraît la meilleure, c'est RIE3 avec un amendement pour aussi compter les indépendants. Alors, d'une part, c'est quel type d'entreprise on a envie d'accueillir. Alors certes, on a envie d'avoir une économie dynamique, mais quel type d'entreprise on a envie d'accueillir? Est-ce qu'on a envie d'accueillir des entreprises qui viennent uniquement pour des raisons fiscales et qui, du jour au lendemain, décident de repartir? Nyon a été confronté à cette situation à plusieurs reprises. Est-ce que la promotion économique du canton qui est faite à certaines conditions, avec une surveillance de quel type d'emplois sont créés, avec des conditions préalables, en invitant ces entreprises à respecter un type de partenariat social, parce que vous avez cité l'exemple de Generali avant, il faut simplement se dire que le partenariat social, dans le cas Generali de Nyon, il n'en avait aucune idée. Il mandate des avocats pour négocier un plan social, il dépense des centaines de milliers de francs au détriment
potentiellement d'emploi social qui pourrait se faire, il y a un affrontement qui est créé au début, et il y a une forte mobilisation qui doit se faire derrière pour rattraper les Alexandre pots cassés et un travail des employés. Avez-vous l'impression qu'il y a trop d'opacité dans les négociations du canton et de la promotion économique avec les entreprises ? Oui, ce qu'il faudrait, c'est vraiment une transparence, notamment sur les conditions d'octroi de cette promotion économique, et puis aussi une mise sur pied d'égalité de tous les types d'entreprises pour que chacun puisse vraiment venir demander cette promotion économique et que ça ne soit pas seulement un réseau de privilégiés qui soit concerné. Alors, je crois que je reviens sur un constat qui a été posé d'ailleurs tout à l'heure par notre ami Vert-Libéral Laurent-Miéville. C'est le constat qu'effectivement, nous avons actuellement un tissu économique qui est spécialement constitué de PME. Et je pense que quand on parle on a tout un discours là maintenant sur les entreprises exogènes. Je pense que l'effort principal doit être mis effectivement sur ces entreprises-là. Avec, il y a bien sûr 2 ou 3 secteurs. Un secteur sur les entreprises innovantes, et nous en avons d'ailleurs qui arrivent dans le district aujourd'hui. Nous avons une belle augmentation des entreprises innovantes. Nous avons aussi besoin de trouver des solutions pour le développement des entreprises du secondaire. Nous avons aujourd'hui presque le même problème que pour les habitants, c'est-à-dire que où c'est qu'on loge aujourd'hui des entreprises, en particulier le long de l'arc lémanique. C'est extrêmement compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? On garde le terrain pour accueillir des nouvelles entreprises technologiques, où on a des PME locales qui ont parfois... Les affaires marchent bien parfois. Le développement qui est prévu d'ailleurs, est prévu en particulier par le plan directeur cantonal, c'est les zones industrielles, les zones d'activité qui permettent effectivement de trouver des solutions pour ces entreprises, mais c'est quelque chose que l'on doit faire avec également des plans d'implantation qui leur permettent d'avoir ces terrains ou des surfaces en DDP qui permettent effectivement des droits de superficie, qui permettent de les avoir à des comptes qui soient quand même agréables pour s'installer. Alors, de tout ce que j'ai pu entendre jusqu'à maintenant, on est plutôt dans le domaine du bâton que de la carotte. Les entreprises, si on regarde, évidemment, dès le moment où une entreprise licencie des personnes, c'est un grand scandale. Si vous regardez, notre canton se porte bien. Comparé à nos voisins immédiats ou plus lointains, nous nous portons relativement bien, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes, mais il faut toujours voir la problématique dans sa globalité. Notre système libéral, aujourd'hui, il se porte bien. Bien sûr, il y a des choses qui ne vont pas très bien. Mais si on regarde, et ça c'est l'une des forces de notre canton, et je pense la promotion économique a fait des erreurs, mais si on doit bien lui trouver un point positif, c'est que nous avons une économie diversifiée. Nous avons l'industrie encore dans le canton, ce que beaucoup de cantons ont perdu ou sont en train de perdre encore aujourd'hui. On est quand même bien d'accord pour dire que le secteur secondaire est de plus en plus limité. Bien sûr, mais nous avons encore des industries. Nous avons énormément de PME, et là, ça me fait évidemment rire quand mes collègues de gauche disent qu'il faut mettre sur un pied d'égalité les entreprises, alors que par leur attaque de la RIE3 fédérale, ils ont justement empêché que le taux de fiscalité des entreprises s'égalise de manière équitable entre entreprises suisses et multinationales. Petite remarque. Dans le canton de Vaud aussi, les socialistes du Vaudois aussi. On ne peut pas laisser dire ça, excusez-moi, mais le modèle RIE3 fédéral, il n'y avait rien d'égalitaire entre les PME locales et les multinationales, avec tous les cadeaux qui étaient arrangés, avec toutes les possibilités qu'il y avait. Je suis navrée. Ceux qui savaient bénéficier de ces cadeaux-là, et notamment les grosses entreprises qui ont de la recherche et de développement, ce qui n'est pas le cas de nos petits PME locales, elles pouvaient arriver à accumuler des avantages fiscaux qui, pour moi, sont profondément choquants. Donc, ne comparons pas la RIE3 fédérale avec la RIE3 cantonale. Je suis désolée, ce n'est pas du tout la même philosophie. Dans le canton de Vaud, on a des seuls cantons suisses à avoir mis un fonds pour les innovations, les entreprises qui innovent, pour tout ce là. Donc, on essaye de créer ce tissu économique qui est vraiment important dans le canton et qui va aussi, sans déclarer mes intérêts, donc à la viticulture, à l'agriculture, à plein d'autres corporations qui ont aussi besoin de ça via de l'œnotourisme, via plein de choses. Donc, cette économie, pour moi, c'est un tout. On doit continuer à défendre un maximum donc les petites entreprises, les PME, et je reviendrai sur la RIE3, puisque cette RIE3 cantonale qui était un compromis
entre la gauche et la droite, qui était balayée sur le plan fédéral. Je veux bien être d'accord que le fédéral, il était un peu trop restrictif sur les prestations, mais dans le cas précis, on a déjà dans ce système-là répondu un peu, puisqu'on met des allocations aux familles qui seront progressives jusqu'en 2022, même que la RIE 3 va passer. Donc cette partie pour les familles, elle est un petit peu faite. On a mis de l'argent pour l'accueil de jour, puisque l'État a mis de l'argent. Et on a même, si c'était RIE 3 dont le Grand Conseil a relayé à Berne l'urgence de l'affaire, on a même une diminution du revenu de la valeur locative, les impôts pour les personnes âgées. Donc, je pense que c'est un tout. Je pense que notre canton ne doit pas fermer les portes. Si on a pu mettre toutes ces compensations, comme j'appelle, en place, c'est qu'on a une économie qui fonctionne, et de priver l'économie, d'amener des entreprises, de développer le sujet, à un moment donné, on arrivera comme dans un canton comme Neuchâtel ou autre, où il faudra revoir aussi le côté parallèle, qui sont les prestations pour la population. Alors, un juste équilibre, oui. Voilà, nous espérons que ces extraits vous aideront à l'heure de faire votre choix et d'aller voter. La votation, c'est le dimanche 30 avril et NRTV, naturellement, sera présent sur les antennes ce jour-là. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne semaine à tous et à très bientôt.